Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire que nous proposons aujourd'hui au nom de l'UNIS Île-de-France et Grand Paris que je préside avec plaisir. Aujourd'hui, nous vous proposons un webinaire spécial assurance et toutes les problématiques de ce domaine engendrent sur l'exercice de nos métiers. Comme vous le savez, l'UNIS Île-de-France et Grand Paris est aux côtés et bien accompagné par ses partenaires. Et donc aujourd'hui, on remercie le groupe SATEC de sa présence à ce webinaire, qui a accepté de nous accompagner voilà, dans l'explication de toutes les problématiques que se posent tous nos clients et nos collaborateurs. Et donc, je suis heureuse aujourd'hui de vous présenter. Alors, on va commencer par, vous allez voir apparaître sur vos écrans le slide de présentation pour que vous ayez bien tous les noms. Juste un peu d'histoire pour ceux qui sont qui travaillent depuis quelques années sur ce métier. Si on remonte un peu sur les 30 dernières années, on a rencontré à peu près 3 périodes avec des phénomènes complètement différents. De 2000 à 2012, on a plutôt, les assureurs en tout cas, assimilé la multirisque immeuble à un risque dit standard, au même titre que la multirisque habitation, donc du coup plutôt un risque de particulier. Et cette vision a eu des conséquences qui ont amené les assureurs, en tout cas, à avoir une vision plutôt erronée du risque, des prix relativement bas sur toute cette période et qui ne tenaient pas compte ni de la spécificité ni de la localisation des biens. On a eu une période ensuite qu'on appelait une période de redressement que vous avez pour la plupart tous connue, qui a commencé en 2012, où là, les assureurs ont commencé à isoler en tout cas l'assurance immeuble. Pour la plupart, ils ont créé des branches, au même titre que des branches d'activité RC, risque industriel, entreprise, etc. Ils ont créé une branche immeuble et qui a mis en exergue une vision malheureusement assez dégradée des résultats techniques à l'époque. Tout ça a eu des conséquences assez brutales, puisqu'on a vu de nombreux assureurs en 2012 se retirer de ce marché-là, des assureurs qui étaient spécialisés, qui ont résilié des pans de portefeuille entiers, qu'il a fallu replacer, en tout cas dans des conditions qui n'étaient évidemment pas les mêmes que celles qu'on a connues. Les acteurs restants, en tout cas les assureurs restants, eux, ont procédé à ce qu'on appelle dans notre métier un redressement. Ce n'est pas un très joli mot, mais c'est comme ça que procèdent de manière générale les assureurs quand ils ont des mauvais résultats et qui se sont traduits par des augmentations de primes successives et assez importantes sur au moins 5 années entre 2012 et 2017, parfois accompagnées d'aménagements de contrats avec notamment des insertions de franchise relativement importantes, notamment sur des garanties qui consomment beaucoup de sinistres, qui sont les garanties dégâts des eaux. Donc voilà un petit peu sur cette période. Ensuite, on verra un tout petit peu plus loin la tendance 2021. On vous donnera notre vision sur la tendance de 2021. Et je vais donc laisser la parole un peu aux paroles d'experts, témoignages de syndics, d'administrateurs de biens. Madame Cabrolier, Brigitte Cabrolier, qui est la présidente de Oralia Gestion, Émilie aussi Jousset, Evelyne Vivier peuvent également intervenir, qui vont nous parler un peu de l'impact du Covid sur leur organisation, sur les assemblées générales, sur la manière dont elles ont géré les sinistres durant cette période, premier confinement, deuxième confinement, et puis période maintenant un peu plus compliquée avec des notions de couvre-feu. La parole est donc à Madame Cabrolier. Comment avez-vous géré cette période dans votre cabinet? Bonjour à tous. Donc, cabinet Gestion Oralia est un cabinet assez ancien dans le quartier du Marais, puisque c'est un cabinet qui existe depuis 2 générations, même s'il a rejoint le groupe Oralia, ça fait 6 ans. Nous gérons à peu près 288 immeubles de 5 à 525 lots, qui est intramuros et petite couronne, soit environ à peu près, nous avons 7000 clients en syndic. Dès l'annonce du confinement, l'ensemble des collaborateurs sont rentrés chez eux avec les ordinateurs portables. Pour certains, ils étaient des gens de travail nomade 1 jour par semaine et d'autres, ils sont partis avec leur ordinateur fixe. En 48 heures, grâce au service informatique très performant du groupe Oralia, l'ensemble des équipes étaient connectées au travail, avec les lignes dites fixes transférées soit sur les portables pro, soit sur les portables personnels, puisque tous sont acceptés de jouer le jeu.
Nous sommes restés 3 au bureau, un comptable fournisseur qui a refusé le confinement et moi-même au rez-de-chaussée avec une hôtesse d'accueil. Et tous les jours, on scannait les documents indispensables aux collaborateurs partis un peu rapidement pour qu'ils puissent travailler. On a la chance d'avoir une plateforme sur laquelle on a déjà tous les contrats, les factures. Les factures sont complètement dématérialisées depuis plus d'1 an. Donc, on a déjà une base de données qui nous permet de travailler éloigné de façon très dynamique. Très rapidement, le groupe Oralia a mis à disposition des collaborateurs gestionnaires un module AG en visio. Je pense qu'on a été des premiers, ce qui nous a permis de proposer toutes les AG en mixte, à savoir visio et correspondance et vote par correspondance dès la reprise des travaux. Pour certains, dès le mois de juillet, pour la plupart après les vacances, si on peut appeler ça cette année des vacances, mais à partir du mois de septembre, où on a toutes les AG qui n'ont pas pu avoir lieu, évidemment, sur le premier semestre 2020, qui ont été décalées à partir du mois de septembre, et qu'on a tenu jusqu'à fin janvier. À ce jour, on a tenu toutes les AG qui devaient avoir lieu l'année dernière. Ça a permis, alors la visio, ça permet que la vie de la copropriété ne soit jamais interrompue. Ça permet de nombreuses réunions préalables en visioconférence qui permettent, outre la tenue des AG, ça permet aussi de préparer les AG avec les conseillers syndicaux. Nous, les comptes, ils peuvent les contrôler sur notre plateforme tout au long de l'année. Donc ça ne pose pas de problème particulier. Ça permet aussi de pouvoir présenter des travaux avec des architectes en ligne qui expliquent les travaux et qui peuvent intervenir lors de visio lorsqu'il y a des travaux importants pour expliquer, répondre aux copropriétaires sur leurs attentes. Donc voilà un petit peu l'organisation du cabinet. Donc là, on rattaque évidemment les AG 2020 sur les comptes arrêtés au 31/12/2020 avec un planning d'AG jusqu'au 30 juin où on reprend, j'allais dire, en cours normal des dates d'AG par rapport à 2019 puisque maintenant on sait parfaitement gérer et la visio et le vote par correspondance et motiver les copropriétaires dans ce mode de fonctionnement. Alors pour revenir au dossier assurance, nous avons constaté moins de sinistres sur la période du confinement strict, mais peut-être un rattrapage ensuite. Les expertises se passent souvent par téléphone, avec une présence sur site de l'expert en cas de dossier complexe. Moi, je n'ai pas noté de retard de la part de notre excellent courtier, la SATEC, dans le traitement des dossiers. Par contre, j'ai constaté une croissance des dégâts des eaux ayant une origine privative. Et petit bémol, on trouve aussi que les rapports parfois d'expertise sont un peu longs avant de nous parvenir à notre courtier. Voilà un petit peu la vie actuelle de nos cabinets, sachant que nous sommes quand même pas mal en télétravail, 2 jours par semaine, beaucoup sur site évidemment, parce que des visites d'immeubles par télépathie, c'est un peu compliqué, même en visio. Donc, il reste quand même toute la partie technique pour laquelle on doit assurer des présences sur site, notamment des réunions de chantier et autres. Mais cela se fait en bonne intelligence et ça ne pose pas de problème particulier, même sur de très grosses résidences où on a fait donc des AG mixtes, visio, présentiel. Voilà ce que je peux dire sur la vie des copropriétés, la vie des syndics, qui n'est pas forcément facile. Et je constate un peu d'essoufflement de la part des collaborateurs, parce qu'autant la première session confinement, les gens étaient plutôt calmes. Je constate depuis septembre une reprise d'une agressivité latente qui n'est pas toujours très agréable et facile à gérer au quotidien. Voilà, Monsieur Younes, merci. pour raconter de notre vie, de syndic, de copropriété aujourd'hui. En tout cas, merci pour ce témoignage. Émilie, tu veux compléter? Evelyne, peut-être? Non, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, alors nous, on a eu un petit peu plus de retours des adhérents de l'UNIS Île-de-France, de grosses difficultés pendant le premier confinement pour accéder aux appartements. Il reste quand même quelques personnes qui ont peur, ou voilà, on peut se tomber aussi dans le cas de fuite ou de sinistre chez les cas contacts. Donc voilà, c'était plutôt des retards de dossier au moment de l'arrivée du sinistre. Mais effectivement, dans la gestion, ça s'est bien digitalisé, ça s'est bien organisé. Donc, de ce point de vue-là, pas de souci
particulier. Mais c'est intéressant d'avoir le retour aussi côté expert et côté courtier que vous êtes, de comment ça a été organisé, géré. Effectivement, moins de sinistres, sans doute dû à la présence des occupants dans leur domicile. J'imagine que quand on a une fuite et qu'on est parti de 7 heures à 18 heures, effectivement, il y a un retard à l'allumage. Un tout petit complément, parce qu'on fonctionne à peu près comme Brigitte Cabrelier, d'autant qu'on a le même système informatique. Les collaborateurs n'en peuvent plus du télétravail et donc ils souhaitent être au bureau. Alors on fait des roulements par tiers de sorte que chacun puisse venir. Donc on a complètement lâché la bride et laissé les gens s'organiser. Mais pas à cause d'une difficulté de fonctionnement, vraiment pour un besoin de contact, un besoin de relation personnelle. On est tous, je pense, globalement équipés pour travailler à distance. Ça fait des années qu'on a ces systèmes de dématérialisation. Donc, ce n'était pas du tout pour une question d'organisation. Chez moi, on avait même fermé avant le confinement, une semaine avant, mais vraiment pour des besoins de lien social. Merci Evelyne. Bertrand, est-ce que tu peux nous donner la vision ELEC sur la gestion des sinistres? Oui, Younes, merci. Bonjour à tous. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc Bertrand Caccio, expert de compagnie depuis près de 28 ans, ancien associé du groupe Duotech, et depuis 5 ans, directeur technique immeuble au sein d'Elex, cabinet d'expertise du groupe ADEN, qui a pris le parti de spécialiser ces différentes branches d'activité. Comme tout à chacun, nous avons été confrontés à la réalité de la crise sanitaire et au confinement national qui a mis à mal nos organisations toujours. Notre groupe, force de proposition, ainsi que l'ensemble de la profession, a su réagir devant ces situations de blocage des rendez-vous en présentiel d'expertise sur site. C'est ainsi qu'est né l'EFM, l'expertise de force majeure. Les principes étaient de pouvoir poursuivre notre activité tout en restant proche à la fois de nos clients et des assurés sinistrés, en réalisant des expertises complètes à distance, tout en se réservant la possibilité de réaliser des opérations complémentaires sur site dès que cela serait possible. La FSE a validé rapidement le principe acté par une très grande majorité des assureurs et nous avons pu mettre en application cette solution innovante dès le 16 mars 2020, et ce, y compris pour les expertises contradictoires. L'EFM reste une expertise qui n'est ni un avis sur pièce, ni une expertise à distance. La rigueur de l'expertise est parfaitement respectée jusqu'à la vérification du risque, quand cela restait possible, bien entendu. La situation sanitaire nous impose de limiter les contacts avec les assurés autant que possible. Cependant, la chaîne d'indemnisation des sinistres ne pouvait pas être interrompue et il n'était pas envisageable de reporter l'ensemble de nos rendez-vous à une date ultérieure, par ailleurs inconnue. Cela était totalement ingérable eu égard à la gestion des flux actuellement traités au sein de nos organisations. Dans un premier temps, face aux annonces gouvernementales de confinement, le dessin d'une nouvelle organisation devait se mettre en place, et cela en tentant de résoudre la complexe équation de réaliser nos expertises techniques, de permettre d'assurer un lien entre les acteurs du sinistre en préservant la distanciation sociale, car malgré la présence des assurés victimes confinés chez eux, ces derniers, en grande majorité, avaient un doute de contamination et ne souhaitaient pas recevoir en leur domicile. Et enfin, de conserver un lien empathique avec les victimes, surtout durant cette période particulièrement anxiogène. Nous avons donc dû adapter nos modèles éprouvés d'expertise sur site en expertise de force majeure, donc en EFM, pour la gestion des flux des dossiers en stock, tant en interne que chez nos clients. L'ensemble de la profession a su faire face et proposer ce nouveau schéma d'expertise auprès des compagnies qui, avec réactivité, ont adopté cette solution innovante. Fort de cette EFM, qu'ont su s'approprier les experts dommages de la profession, une très grande majorité des dossiers ont pu être traités et éviter ainsi un stockage important des déclarations de sinistres. En effet, malgré l'idée reçue liée à la présence des assurés à leur domicile, les volumes de déclarations n'ont nullement chuté, bien au contraire. Cela peut s'expliquer en fait simplement par le fait qu'une occupation des lieux plus importante engendre nécessairement des risques de sinistres dus à l'utilisation plus intensive
à l'instar du vol, qui lui a vu une chute de sinistralité et pour cause, l'ensemble des mouvements physiques des personnes était contrôlé. Une autre idée reçue qui découlerait de la logique de la présence dans les lieux des assurés victimes serait de penser que le coût moyen des sinistres serait moindre en raison de la possible intervention plus rapide de l'utilisateur pour stopper la cause. La réalité, en fait, est tout autre, et cela peut s'expliquer simplement par la présence d'exploitation des commerces non essentiels, l'absence d'exploitation des commerces non essentiels, des bureaux et des cabinets installés dans vos immeubles ont nécessairement généré lors des sinistres des dommages plus lourds sur du matériel professionnel du fait de la vacance des lieux et du retard dans la découverte du sinistre. Par la gestion en EFM, qui n'est pas une expertise physique, au cours de laquelle tous les éléments matériels pouvaient être constatés et analysés sur place, à distance, c'est en effet un petit peu plus compliqué. Et en cas de doute, cela bénéficie bien entendu à l'assuré. La difficulté d'établir un lien et le discernement des dommages entre les différentes pièces et le dommage et la cause en question. Les services de réparation en nature étaient également beaucoup plus difficiles à proposer en cette période, les victimes assurées étant clairement suspicieux sur le passage de personnel étranger dans leur foyer. Des majorations de près de 15 à 20% ont même été appliquées chez les prestataires en accord avec les assureurs pour aider à l'accompagnement des mesures sanitaires indispensables. Les consignes également des compagnies étaient de conserver à l'esprit la bienveillance de l'étude des devis et de la réclamation pour sortir un maximum de dossiers dans cette situation, dans cette période un peu compliquée pour tous. Si je devais retenir en fait de cette expertise de force majeure les points forts, elle a quand même permis de gérer une situation de crise et de traiter des volumes importants. Elle a eu aussi, bien entendu, un impact éco-responsable du fait de la réduction des déplacements. Une adaptation facile de ce schéma de FM pourra être engagée par la suite pour les sinistres, ce qu'on appelle nous EGA, c'est-à-dire les événements de grande ampleur qui permettront le déploiement d'une solution de gestion immédiate. Nous avons également, avec cette expertise, des délais de traitement de gestion en one-shot quand cela était possible. Et également, ça a permis de ne pas interférer dans la disponibilité physique des assurés, d'accroître la sensibilité également de nos partenaires à nos communications de FM et par le développement des outils de travail à distance entre les différents partenaires. Bien entendu, il y a un petit revers aussi à cette mise en place de cette EFM. Les vérifications des risques des immeubles étaient impossibles, bien entendu, compte tenu qu'on ne pouvait pas aller sur place. Et également, nous avons pu relever l'obstruction de certains assureurs qui n'ont pas souhaité étendre la communication de ces EFM aux acteurs terrain pour ne pas modifier les canaux traditionnels de missionnement. La difficulté également, dans ces points négatifs, c'est la maîtrise des coûts moyens qui était en nette hausse sur la période de confinement, où on a noté en réalité une augmentation de l'ordre de 20 à 23% sur cette période, comme on peut le voir sur la période de mars et d'avril. Le volume de dossiers a considérablement augmenté et on est passé pour une tranche de sinistre que j'ai extrait des coûts moyens de 0 à 8 000 euros. On passe d'un coût moyen de 2 210 euros à 2 583, donc c'était nettement en augmentation sur cette période de confinement. Et puis, c'est redevenu à un niveau un peu plus normal dès lors qu'on a pu reprendre nos expertises traditionnelles. Merci, M. Catio. C'est intéressant d'avoir cet éclairage-là parce que nous, on n'avait pas du tout la vision de l'augmentation en fait, du coût par sinistre. Donc, c'est intéressant d'avoir après vous, du coup, l'analyse d'AXA. Je pense que ça tient à la typologie des immeubles que nous gérons. Selon qu'on a beaucoup d'habitations ou selon qu'on a effectivement beaucoup de commerces, et notamment des commerces de pied d'immeuble qui étaient sur les métiers jugés non essentiels. Vincent, quelle est ta vision sur l'impact de la sinistralité chez AXA? Oui, alors tout d'abord, c'est vrai qu'on a eu une période mars-avril 2020 avec une baisse des déclarations, comme dit d'ailleurs Mme Cabrolier. Et il y a eu un rattrapage à compter du mois de mai. On a bien senti qu'à ce moment-là, effectivement, il y avait une reprise de l'activité à tous les niveaux.
Et donc, c'est vraiment à partir de mai 2020 qu'on a vu une reprise complète de l'activité sinistre. Et il n'y a plus d'impact depuis l'été 2020. Maintenant, on est vraiment sur un rythme tout à fait classique. Après, quand on rentre un peu dans le détail de la sinistralité, je vais globalement confirmer ce qui a été précisé, ce qu'on a observé, nous, sur notre portefeuille. On a une baisse des sinistres vols, logique, un impact clair des différents confinements, couvre-feu, etc., sur le déplacement, effectivement, des gens. Et donc, ça réduit l'activité de ces personnes-là. En revanche, on a vu une augmentation des sinistres sur l'année 2020 en dégâts des eaux et en climatique. Alors, pour les climatiques, aucun rapport évidemment avec le Covid. C'est évidemment variable selon les années, selon les différents événements qu'on peut avoir dans l'année. Il y a globalement une tendance de fond sur ces dernières années vers une augmentation du nombre et du coût des climatiques. Mais voilà, pas d'impact spécifique sur le Covid, par le Covid plutôt. En revanche, on a vu effectivement une augmentation de la sinistralité dégâts des eaux. Nous, on est sur une augmentation de l'ordre de 15 points environ, ce qui est quand même très important. Et on peut penser donc qu'il y a à la fois un impact des locaux inoccupés, notamment les bureaux et les locaux commerciaux. Et donc, qui dit inoccupation implique qu'en cas de fuite, il peut y avoir effectivement un retard dans la prise en charge. Et à l'inverse, effectivement, une usure probablement plus importante des bâtiments résidentiels, ce qui a pu entraîner effectivement des dégâts des eaux complémentaires. Donc, c'était assez, pas forcément intuitif, mais c'est effectivement ce qu'on a observé. Et en revanche, pas d'impact spécifique sur les garanties incendie, bris de glace, bruit de machine, dommages électriques, etc. Donc, sur ces garanties-là, en revanche, on n'a pas vu d'impact clair. Après, de manière générale, et si on sort de la question du Covid, c'est quand même intéressant qu'on voit un peu la sinistralité, on va dire, sur le marché immeuble. Il faut savoir que plus d'un sinistre sur deux en nombre sont des dégâts des eaux. Donc, ça reste évidemment un nombre, une fréquence extrêmement importante pour l'assureur. Et ça représente quand même un peu plus d'un tiers de la charge. Donc malgré la convention IRSI qui a un petit peu redéployé une partie de la charge sur les assureurs MRH, on a toujours plus d'un tiers de la charge de la sinistralité MRI qui est portée par le dégât des eaux. Et puis, l'autre garantie qui est vraiment essentielle et extrêmement importante, c'est l'incendie. Un nombre de sinistres assez limité, c'est 3 à 4% de nos sinistres. Par contre, on est sur quasiment la moitié de notre charge, puisqu'évidemment, lorsqu'on a un sinistre incendie, on est sur des coûts qui vont de quelques dizaines de milliers d'euros à plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros parfois pour les cas les plus graves. Après, pour les autres garanties, vol, bris de glace, etc., on est sur des choses un petit peu plus réduites, de l'ordre de 5 à 10% en nombre et en charge. Donc voilà sur la partie sinistralité. Ce qui va être plus intéressant, c'est en revanche l'impact du Covid, effectivement, sur les garanties, sur le marché de l'assurance dans son ensemble. Ce qui est important, c'est de noter que la crise du Covid-19, finalement, a mis en évidence un besoin de clarification et de consolidation de la rédaction des contrats d'assurance dans leur ensemble. Je ne parle pas forcément de l'assurance MRI. Il y a un véritable besoin de vulgariser, je dirais, le sujet assurantiel auprès du grand public, auprès de nos entreprises, de manière à ce que soit bien clarifié pour tout le monde quel est le rôle de l'assuré, dans quel cas effectivement il intervient. Et donc ça, il y a un vrai sujet sur ce besoin de vulgarisation. Et puis, il y a également un second sujet qui est la judiciarisation des sinistres. On a eu une année 2020 extrêmement chahutée pour les différents assureurs du marché, avec un nombre de litiges portés devant les tribunaux qui est extrêmement important. Donc, ça a été un peu une nouveauté sur le marché français. On n'avait jamais observé, on va dire, de telles évolutions. Si après, on regarde de manière générale, il y a eu une action très forte du côté du risque industriel, avec la fameuse PE, la perte d'exploitation sans dommage, avec donc toute la demande effectivement d'un certain nombre d'entreprises pour avoir une indemnisation au titre de leur perte d'exploitation. Donc, il n'y a pas eu d'impact spécifique du côté de l'immeuble. Mais toute cette action en cours côté risque industriel, d'une façon ou d'une autre, impliquera une tendance de fond sur l'immeuble, puisqu'on observe, du moins notre autorité de contrôle qui est l'ACPR, qui exige une action forte et immédiate des assureurs pour clarifier et préciser les contrats. Ça implique une relecture complète par nos directions juridiques des conditions générales, des intercalaires qui sont négociés avec nos intermédiaires, des conditions particulières, etc., de manière à ce que nos contrats d'assurance soient extrêmement précis et clairs pour nos clients. Et donc, la priorité qui est aujourd'hui donnée au risque industriel, puisque c'est là où il y a les enjeux les plus importants du fait de la perte d'exploitation, cette tendance de fond va de toute façon être élargie à l'ensemble de l'assurance IARD et donc notamment à l'immeuble. Donc, ce sera effectivement un sujet
pour les années à venir au niveau de l'immeuble. Donc là, vous nous annoncez, excusez-moi de vous couper, oui, là, vous nous annoncez qu'on rentre dans une période de renégociation de tous les intercalaires, parce que pour les adhérents qui nous regardent, c'est très probable. Alors, en fait, quand on parle de renégociation, pour être très clair, il n'y a pas d'objectif aujourd'hui, il n'y a aucun objectif à ma connaissance, alors, ni chez AXA, ni à ma connaissance chez mes confrères, de réduire les garanties. On est vraiment dans une logique de clarification de ce qui est couvert, de ce qui n'est pas couvert. Et en fait, c'est ce besoin de clarification qui est vraiment mis en avant par notre autorité de contrôle. Il faut que nos syndics et nos copropriétés assurées soient bien conscientes des événements pour lesquels elles sont garanties et des événements pour lesquels elles ne sont pas garanties. Donc voilà, on n'est pas sur une logique effectivement de baisse forcément des conditions de garantie, de l'étendue des garanties, mais une clarification de ce qui est couvert. C'est important de le préciser. Merci, ouais. Je vous laisse continuer. Et donc, le second point qui a été mis en avant par cette crise du Covid-19, c'est le risque financier finalement qui est porté par les risques systémiques. Un risque systémique, en gros, c'est un risque global qui va toucher l'ensemble de nos assurés sur une vision, sur un territoire très large, qui peut être national, voire mondial. Donc là, on a vu le cas sur la logique de fermeture administrative liée à une épidémie, mais on peut avoir les mêmes problématiques avec des sujets cyber, ou bien j'ai un exemple qui est toujours très intéressant du sinistre sériel qui pourrait arriver. On parle beaucoup de véhicules autonomes, alors aucun rapport avec la MRI, mais vous allez comprendre comme ça l'impact pour les assureurs et toute la réflexion qu'il peut y avoir derrière. On parle beaucoup en automobile des véhicules autonomes, et on peut imaginer que dans une période 10, 15, 20 ans, on pourrait avoir des véhicules qui sont en capacité de circuler sur nos routes sans qu'il y ait intervention de l'humain. Il y a un certain nombre de tests par des entreprises spécialisées. On observe en général une baisse drastique de la sinistralité, dans le sens où ça corrige une grosse partie des sinistres qui sont liés à des erreurs humaines. En revanche, et c'est bien tout le problème, c'est qu'on peut imaginer une intervention sur le GPS, on va dire, des véhicules, qui impliquerait par exemple que tous les véhicules vont se décaler de 5 mètres à droite ou à gauche, que ce soit lié à une problématique technique ou à une logique de malveillance. Et là, on peut imaginer que tous les véhicules d'un pays, voire même au niveau mondial, se décalent de 5 mètres. Et vous imaginez bien toutes les conséquences si ça devait arriver de manière soudaine, toutes les conséquences matérielles et humaines, évidemment, d'un tel sinistre. Donc voilà, ce sujet de risque systémique devient fondamental pour les assureurs. C'est une vraie réflexion. Et donc là, aujourd'hui, on a parlé beaucoup d'épidémies, mais il y a un sujet qui effectivement est très important, c'est le risque cyber. On va en reparler un peu plus tard, parce que ce sera nos amis de chez Satec qui vont en parler. Mais potentiellement, demain, si on a une problématique informatique, tout s'arrête, puisqu'on voit bien que notre activité professionnelle, elle est quand même extrêmement liée au bon fonctionnement des réseaux Internet. Voilà un petit peu sur l'impact du Covid-19 sur le marché de l'assurance de manière générale et sur les conséquences que cela va avoir dans les années à venir. Merci, c'était très clair et très précis. Younes, vous continuez l'intervention. Merci, Émilie. Oui, donc le troisième item qu'on voulait aborder, c'était la focus sur l'état du marché et les tendances qu'on rencontre en 2021. On a souhaité tout d'abord un peu compléter tout ce qui a été dit précédemment par un petit état du patrimoine immobilier français que vous connaissez tous, évidemment. Le parc immobilier français est constitué aujourd'hui d'à peu près 36 millions de logements sur tout le territoire, dont 25 millions de logements qui ont plus de 30 ans. Donc, on a 25 millions de logements qui ont plus de 30 ans. La copropriété, comme vous le savez, est un phénomène essentiellement urbain. 30% des logements en copropriété sont situés en Île-de-France. Et les copropriétés les plus grandes et anciennes sont essentiellement en Île-de-France. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que le constat qu'on fait, et qui est le constat de ces quelques chiffres, c'est que le patrimoine immobilier français est un patrimoine qui est plutôt vieillissant. Et par conséquent, évidemment, davantage assujetti à la sinistralité, et ce qui peut évidemment expliquer aussi, en partie en tout cas, les augmentations de la sinistralité en nombre et en coût qu'on a évoquées précédemment. Sur la tendance du marché qu'on constate en 2021, le marché de l'immeuble reste un marché qui est ouvert, avec des assureurs qui ont de l'appétence, des assureurs qui souscrivent, en tout cas ceux qui sont présents sur ce marché-là. Néanmoins, les assureurs opèrent à une surveillance accrue de leur portefeuille. Ils sont confrontés essentiellement à deux problématiques. Une problématique qui est liée à ce qu'on appelle les provisions de grave.
qui permettent de faire face à l'augmentation de la sinistralité, notamment d'intensité. Comme l'expliquait Vincent tout à l'heure, ce qu'on constate sur les 30 dernières années, c'est qu'au-delà de la sinistralité dite de fréquence, donc c'est les petits sinistres, mais qui sont nombreux, on n'a jamais eu autant d'incendies que depuis 3 ans. Et d'ailleurs, on n'a pas forcément d'explication logique à ce phénomène, mais on a de plus en plus de sinistres d'intensité, ce qui pose un problème chez les assureurs de provision pour ces sinistres-là. La deuxième problématique qu'on constate chez nos partenaires, c'est une problématique liée à ce qu'on appelle les contractions et le financement des capacités et engagements imposés par les réassureurs. Sur chacun des contrats MRI, comme vous le savez, très souvent, on a ce qu'on appelle une limitation contractuelle d'indemnité. C'est l'engagement maximal d'un assureur en cas de survenance d'un sinistre. Et c'est donc la capacité financière, l'engagement que chacun des assureurs est capable de mettre en face d'un risque. Et on a plutôt eu un marché soft sur les dernières années où les assureurs avaient beaucoup de capacités, étaient capables de mettre plusieurs dizaines de millions, voire plusieurs centaines de millions sur la table pour assurer des ensembles immobiliers, notamment des gros ensembles. Et le phénomène qu'on constate, c'est qu'il y a une contraction qui est imposée par les réassureurs, avec probablement aussi un besoin de financement. Donc probablement que dans les dans les prochains mois, les futures années, il y aura peut-être un besoin de financement de ces capacités. Un petit point sur le marché de l'assurance de la MRI, qui devrait probablement se durcir et qui va probablement se traduire par un impact sur les prix qui devrait a priori augmenter. On constate que sur la dernière année, la tendance est à la hausse, avec une augmentation moyenne des prix de l'assurance immeuble qui est de l'ordre de 3 à 5% selon les assureurs, avec une approche particulière sur quelques risques qui peuvent potentiellement poser des difficultés techniques. Par contre, ce qui nous inquiète davantage, nous les courtiers, c'est qu'on constate une sélection beaucoup plus rigoureuse des risques chez les assureurs, qui sont beaucoup plus attentifs, beaucoup plus regardants sur la qualité et l'entretien des immeubles, sur les activités qui sont exercées dans les immeubles, avec un point d'attention sur les activités dites des activités aggravantes. Une attention beaucoup particulière, ils se sont d'ailleurs équipés d'outils assez performants sur le sujet pour veiller et regarder un peu leur exposition sur les risques naturels et climatiques, sur les zones inondables, sur les zones où il y a des catastrophes naturelles. Donc, ce sont des phénomènes où les assureurs sont beaucoup plus attentifs. Et enfin, une petite observation que nous, on fait plutôt chez les courtiers. On note une insuffisance sur la connaissance et la communication de la sinistralité dans le cadre de la reprise de certains risques. Comme vous le savez, la sinistralité est une donnée essentielle et ce constat pose problème pour, en tout cas, évaluer et pouvoir proposer des conditions tarifaires qui soient compétitives à nos clients. Donc là encore, ce qu'évidemment on recommande, c'est une approche mutualisée. Évidemment que quand on étudie un parc immobilier partiellement ou totalement pour un de nos syndics partenaires, on permet une homogénéisation, une mutualisation globale de la sinistralité et on permet évidemment, ça nous permet d'avoir une négociation plus importante avec les assureurs pour obtenir les meilleures conditions de tarifs et de garantie. Donc voilà un petit peu sur la tendance. Le deuxième point qu'on voulait aborder, parce que là, c'est un retour d'expérience qu'on a au quotidien avec nos clients, c'est un peu regarder comment se calcule une prime d'assurance en immeuble. En tout cas, quels sont les paramètres et comment ça se calcule. Les paramètres qu'on prend en compte, évidemment, qu'on prenne en compte les assureurs, c'est la localisation géographique du bien, c'est la surface à assurer, puisqu'on est sur des contrats forfaitaires avec une tarification au mètre carré, c'est l'usage de l'immeuble, du bâtiment. Est-ce que c'est de l'habitation? Est-ce que c'est du commerce? Est-ce qu'il y a des activités industrielles? Évidemment, l'approche n'est pas la même. Et enfin, c'est la sinistralité annuelle moyenne qu'on peut constater sur 3, 4 ans ou 5 ans en regardant le risque. Et là encore, on a une approche tarifaire qu'on constate qui est différente selon qu'on se trouve en Île-de-France ou selon qu'on se trouve en province. Alors, on vous a donné quelques chiffres, ça reste quand même des taux moyens, hein, évidemment, appréciés en moyenne. Le taux moyen d'une assurance multirisque immeuble en Île-de-France, on est plutôt proche des 2 € du mètre carré. Si on le compare au taux moyen en province, on est plutôt proche des 1 € du mètre carré. Il y a quand même une différence assez significative et qui s'explique là encore à la fois par le phénomène du vieillissement du parc immobilier, qu'on a vu précédemment,
où l'Île-de-France est très concernée, et à la fin par un coût moyen des sinistres qui est donc beaucoup plus élevé en Île-de-France qu'en province, à quelques exceptions près, par exemple sur la ville de Nice, où on a plutôt un contexte qui est plutôt assez proche de celui en Île-de-France. Enfin, on a essayé de vous donner quelques éléments sur la décomposition d'une prime d'assurance en multirisque immeuble. Alors là, je fais appel à votre retour d'expérience. En général, chaque début d'année, les courtiers, les assureurs viennent vous rencontrer pour négocier un peu les conditions de renouvellement, pour vous expliquer que le marché est compliqué et très souvent, ça se traduit par des augmentations. Et on vous parle souvent de rapport sinistre à prime. Évidemment, rapport sinistre à prime, c'est le montant des primes qui ont été payées par l'assureur au regard de la prime qui a été collectée. Et on explique généralement qu'en multirisque immeuble, les assureurs recherchent un rapport sinistre à prime cible d'équilibre qui est autour de 45%. Ça peut quand même, sur 45% sur 100, ça peut paraître relativement faible. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur une prime d'assurance immeuble de 100, vous avez ce qu'on appelle des chargements qui représentent 54% de la prime. Et puis, vous avez ensuite une prime pure qui sert à payer les sinistres qui représentent à peine 46%. Dans ces chargements, vous allez retrouver ce qu'on appelle des surprimes, les catastrophes naturelles et le GARIAT, qui sont des pools d'assurance spécifiques. Sur chacun des contrats souscrits, l'assureur va reverser 12% pour le pool catastrophe naturelle, qui sert à payer évidemment les événements catastrophes naturelles. L'assureur va reverser entre 7 et 21% en fonction de son engagement au pool GARIAT, qui est le pool qui sert à payer les attentats et actes de terrorisme, entre 7 et 21%. Ensuite, il reverse des taxes à l'État de l'ordre de 15%. Ensuite, il reverse une commission pour l'intermédiaire, pour les courtiers, les agents, qui, eux, assurent la relation client, font la gestion quotidienne, mobilisent des équipes, des outils. Ensuite, l'assureur, il a ce qu'on appelle ses frais généraux, ses frais de fonctionnement, qui lui servent à payer évidemment son personnel et ses frais. Et enfin, on a ce qu'on appelle un coût de réassurance. Tous les assureurs se réassurent et donc il y a un coût de réassurance. Le tout représente 54% d'une prime. Donc il reste 46% de ce qu'on appelle une prime pure pour payer les sinistres. Sur ces 46%, vous avez à peu près 30% qui sont mobilisés pour les sinistres dits de fréquence, notamment essentiellement les dégâts des eaux en immeuble. Et il reste à la fin à peine 15% pour les sinistres dits d'intensité et notamment les incendies. Donc voilà à peu près comment se calcule et se décompose une cotisation d'assurance en multirisque immeuble. Merci Younes, parce que c'est un exercice de transparence très intéressant que vous faites avec cette tête-là aujourd'hui. Evelyne avait une question à vous poser avant que vous embrayiez sur la suite du sujet. Je voulais revenir sur un point de la présentation précédente. Les administrateurs de biens, en tout cas les nôtres, ceux d'Île-de-France, ont vraiment la sensation d'avoir fait d'énormes efforts ces dernières années pour entretenir et rénover les immeubles. Ouais. Est-ce que vous avez une sinistralité plus affinée géographiquement? Parce que justement, beaucoup d'entre eux se disaient que sous l'influence des surprimes, des franchises et puis des désordres que cela crée, typiquement l'occupant du dernier étage qui est constamment inondé, on a quand même un peu assez, voire même engage une procédure judiciaire. Donc, le différé qu'il y a eu cette année sur les travaux, pour beaucoup de nos adhérents, n'a pas été dramatique parce que globalement, les immeubles sont entretenus et il s'agissait, maintenant, on est plutôt dans le stade des améliorations. Donc, ma question, c'est est-ce qu'on peut affiner géographiquement ce problème d'immeubles mal entretenus qui conduisent à une sinistralité plus importante, qui est encore une fois pas un ressenti pour nous en Île-de-France? Je partage l'avis de ma consoeur. Les immeubles, ils sont entretenus et les propriétaires, ces dernières années, ont fait beaucoup de travaux de rénovation, d'entretien. Je partage tout à fait cet avis. Écoutez, là encore, on n'a pas forcément, nous, de chiffres précis sur l'état d'entretien des bâtiments. Par contre, les chiffres qui ont été exposés par notre représentant de l'AXA, Vincent Boguet, et les statistiques qui ont été expliquées tout à l'heure, c'est vraiment sur le portefeuille immeuble d'AXA en Île-de-France. Et donc, sur ce portefeuille, si on compare 2019 à 2020, c'est vrai qu'on constate une augmentation en nombre et en coût de la sinistralité.
Alors, il y a deux phénomènes qui expliquent ça. Ce n'est pas forcément un phénomène qui est lié à l'entretien des immeubles. Effectivement, il y a quand même évidemment des immeubles qui sont entretenus. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a aussi parfois des immeubles qui sont un tout petit peu moins entretenus. Et c'est le point de vigilance aujourd'hui des assureurs qui apportent une attention beaucoup plus ciblée, beaucoup plus particulière qu'on pouvait avoir dans le passé, où effectivement, on avait plutôt une approche globale. Ils sont beaucoup plus regardants aujourd'hui, les assureurs, sur la qualité et l'entretien des immeubles que ce que ça pouvait être dans le passé. Et du Et coup, que est-ce vous qu'ils font une avez- distinction excuse-moi, Guy. Est-ce qu'ils font une distinction de l'origine en fait du sinistre? Elle est dans les parties communes ou les parties privatives? Absolument, c'est ma question. Oui, bien sûr. Alors là encore, quand on reçoit, c'est toujours pareil, c'est en fonction de la connaissance. C'est pour ça que j'ai fait un petit slide sur l'insuffisance de la connaissance de la sinistralité sur les immeubles. Oui, quand on a les relevés de sinistralité, quand on a un détail précis sur les origines, les causes et les travaux qui ont été entrepris au moment où on étudie un dossier, bien sûr l'assureur peut se faire son appréciation et il peut tenir compte évidemment de tous ces paramètres. La difficulté qui est rencontrée, c'est qu'on a une insuffisance de la connaissance de la sinistralité sur ces risques-là. Premier phénomène, on a de plus en plus de difficultés, on le voit, et tous les professionnels sont unanimes sur ce sujet, à récupérer ne serait-ce que le relevé d'informations, pas parce que les assureurs font de la rétention d'informations, parce que probablement qu'il y a des sujets administratifs et que le traitement d'une demande de relevé d'informations est peut-être moins prioritaire que les actes de gestion, les actes courants qui doivent être faits chez les assureurs. Donc oui, évidemment que quand on a l'information et quand les assureurs ont l'information, ils prennent en compte ces éléments, encore faut-il les avoir. Alors là, on peut vous aider parce que nous, on a tout à fait l'origine et j'ai des souvenirs très particuliers de sinistres épouvantables, type incendie, par le petit bricoleur qui a fait passer une entreprise d'un pays exotique qui a fait n'importe quoi. Alors ça, effectivement, les travaux privatifs faits par des bricoleurs, c'est malheureusement avec à la fois les entreprises de ces pays qui cassent les prix et l'encouragement des bricoleurs qui sont auto-entrepreneurs et qui vont venir faire quelque chose, qui vont disparaître après sans porter aucune responsabilité et sans être assurés d'ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut identifier. Mais encore une fois, sur les parties communes, on a vraiment l'impression qu'on n'a plus de colonne en plomb, qui était quand même une énorme source de sinistres. On a changé les fontes, on a refait les toitures, on a, par les travaux embarqués, souvent à l'occasion de ravalements, changé les fenêtres qui faisaient des infiltrations. Donc, il y a vraiment eu un gros effort ces dernières années de travail du patrimoine. Je pense que tout ça, ça vient quand même de ce que j'appelle, moi, la catastrophe de la Convention Cidre. Ah, la fameuse. J'allais enchaîner moi aussi sur la Convention IRSI. C'est une bonne transition, Émilie, je te laisse faire la transition. Non, mais c'est exactement ça. On est passé de Cidre à IRSI et aujourd'hui, on se pose la question, puisque vous êtes tous là, assureurs, experts et courtiers, des impacts, parce que pour l'instant, on nous annonce beaucoup de mouvements, mais en fait, on a besoin d'avoir ces infos-là. Écoutez, sur la convention IRSI, après, je laisserai la parole à Bertrand qui nous en dira un petit peu plus. Juste un petit rappel, la convention IRSI a été mise en place au 1er juin 2018. Elle avait un objectif, c'est simplifier la gestion des sinistres d'une part, et puis corriger ce qu'on appelle les dérives antérieures de prise en charge et remettre l'assurance du PNO-CNO, l'assurance de la MRH du locataire ou du copropriétaire occupant au centre du dispositif. Souvent, on a un système qui était extrêmement déséquilibré où l'assurance immeuble devenait un peu l'assurance par substitution et on intervenait pratiquement systématiquement, y compris sur des parties privatives avec le fameux seuil de 240 € hors taxe pour les dommages immobiliers privatifs. Dès lors qu'on avait un parquet qui pouvait être endommagé, tout de suite on était au-delà des 240 et on se retrouvait, nous les assureurs immeubles, à devoir intervenir sur des parties privatives. Donc c'est un peu ça les objectifs de la convention IRSI. Le bilan qu'on en fait un peu rapide, c'est que globalement, on constate une simplification de la gestion au quotidien. Même si les premiers temps étaient difficiles parce qu'il a fallu que chacun
se rôde un peu à cet exercice. Mais globalement, de ce qu'on voit aujourd'hui, ça fait quand même plus de 2 ans que cette convention existe. On a globalement une simplification de la convention de la gestion des sinistres. Deuxième constat qu'on fait, c'est qu'on a quand même un transfert de charges auprès au CNO, PNO et MRH que nous, on estime à peu près à 10%. Alors, je sais que Vincent Boguet, qui est en face, me dira que c'est un petit peu moins, mais globalement, c'est à peu près ça. On est entre 8 et 10% de transfert de charges sinistres qui étaient précédemment imputables, qui étaient jusqu'alors imputables aux assureurs immeubles, qui a été transféré plutôt cette fois-ci sur les contrats dits de particuliers, MRH, multirisque habitation et propriétaire d'un occupant. Ce qui d'ailleurs, entre nous, génère quelques difficultés, puisqu'on constate qu'il y a une augmentation de la tension entre les assureurs, qui d'ailleurs maintenant sont tous réunis au sein de la même fédération, qui est la Fédération française des assurances, dans laquelle siègent les assureurs mutualistes, plutôt des assureurs de particuliers, et les assureurs, on va dire, plus traditionnels, qui sont plutôt les assureurs immeubles. Donc oui, il y a une tension qui est liée aussi au transfert de la fameuse charge entre les assureurs. Je sais que c'est un sujet qui va probablement être rediscuté par les assureurs dans les prochains mois. D'ailleurs, il y a une version 2 de la convention IRSI qui rectifie un certain nombre d'anomalies sur la recherche de fuite qui est rentrée en application au 1er juillet 2020. Et d'ailleurs, je vais laisser pour le coup notre expert, c'est le cas de le dire, Bertrand Caccio, nous expliquer un peu les effets et les impacts de cette nouvelle convention. Oui, en effet, Younes. En fait, la crise sanitaire a eu aussi un impact en tout cas indirect, sur la convention IRSI dans son mode applicatif. En effet, comme tu nous l'indiquais, il y a une version 2 de la convention qui aurait dû rentrer en application au 1er avril 2020, mais cette dernière a finalement été repoussée au 1er juillet 2020 pour les sinistres à compter de cette même date. Rappelons ici que l'une des modifications importantes concerne les modalités de prise en charge de la recherche de fuite. Tout d'abord, soulignons que cette convention permet enfin d'avoir une définition homogène de la recherche de fuite, sans aucune ambiguïté, et qui a été adoptée par tous les assureurs adhérents. Que la recherche de fuite est réputée garantie, qu'elle soit destructive ou non, sans franchise et sans limitation de garantie pour tous les assureurs, y compris pour les assureurs RC. Modification d'importance au 1er juillet 2020, la mise en apparent qui avait été précédemment intégrée comme une modalité de recherche de fuite devrait être considérée aujourd'hui comme une réparation, du moins depuis le 1er juillet 2020. Aussi, la mise en apparent de ces canalisations est plus réputée garantie et ne pourra plus être indemnisée que si la garantie est contractuellement acquise. Une partie de l'annexe 4 est également abrogée au 1er juillet 2020. Les syndics ne seront plus systématiquement sollicités lors des situations de blocage comme c'était l'était auparavant. La recherche de fuite destructive ne sera plus gérée par l'assureur du locataire, mais l'assureur du copropriétaire. Les assureurs des locataires, comme on l'a évoqué juste avant à demi-mot, ne jouaient pas forcément le jeu sur le sujet. Par ailleurs, contrairement à la version 1 de la convention IRSI, la V2 permet une plus grande liberté au syndic dans son rôle de conseil vis-à-vis de l'immeuble. Les recherches de fuite engagées par ce dernier se voient orientées dans une prise en charge par l'assureur du responsable et non par celui de l'immeuble, permettant de ce fait le transfert de charges attendu par la convention. Bien entendu, si le copropriétaire est assuré, comme l'exige la législation. À défaut, la subsidiarité du contrat de l'immeuble pourra prendre le relais, mais encore pour combien de temps, ça, on ne sait pas. Merci Bertrand. Émilie? Merci beaucoup. Oui, effectivement, je voulais intervenir suite à cette présentation tant du calcul de la prime, de la sinistralité que des conventions IRSI, parce qu'on a une question qui est la suivante. Avec la hausse éventuelle du coût des tarifs et l'accroissement de la sélection par les compagnies d'assurance, comme vous nous l'avez expliqué, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir des immeubles non assurés? Alors oui, déjà, il faut choisir le bon courtier.
si vous avez le bon courtier, logiquement. Non, mais quand je dis que Hors courtier. le bon courtier est important, c'est pas neutre. C'est qu'aujourd'hui, dans les négociations qu'on a avec les assureurs, évidemment, quand on a une taille suffisante et qu'on a un poids suffisant auprès des assureurs, ça a une importance. Puisque quand on va négocier des portefeuilles, en tout cas des affaires ou des renouvellements de portefeuille auprès d'un partenaire, on va négocier nos portefeuilles dans leur globalité. Dans leur globalité, les portefeuilles, on a des immeubles qui sont de très bons immeubles, qui ont de très bons résultats, certains qui sont moins bons, certains qui sont pas très bons. Et dès lors qu'on est dans une négociation globale avec un assureur et que la taille du courtier est suffisante et qu'on permet globalement d'avoir des résultats sur un portefeuille qui sont des résultats, on va dire, à l'équilibre, oui, ça permet une négociation plus facile pour les risques qui peuvent éventuellement poser difficulté. Donc, la question est très pertinente. C'est que ce phénomène, on l'a constaté dès la fin de l'année dernière, c'est que quand on prend les immeubles de manière un peu isolée et qu'on a des immeubles qui effectivement posent des difficultés, soit parce qu'ils ont une sinistralité qui est importante, soit parce qu'il y a une qualité du risque aussi qui peut être aussi à revoir, oui, on a beaucoup plus de difficultés à les placer qu'on a pu avoir par le passé. Je disais tout à l'heure, on a une sélection, on constate chez les assureurs, une sélection beaucoup plus rigoureuse des risques. Là encore, c'est la capacité de chaque courtier à être innovant, à avoir plusieurs guichets. On a plusieurs partenaires, plusieurs compagnies avec lesquelles on travaille. Et la capacité, c'est ce qui va probablement faire la différence entre un courtier qui a une approche client globale, avec qui il travaille, parce qu'il a un contexte particulier avec ce syndic-là, qui va lui permettre peut-être d'avoir plus de facilité à placer un risque difficulté que s'il avait un immeuble particulier isolé qu'il faut qu'il place individuellement. Incontestablement, dans ce cas de figure-là, le contexte commercial et relationnel global d'un syndic sur un portefeuille favorise, permet de pouvoir accompagner plus facilement sur les risques un peu plus difficiles ou un peu plus sensibles. Merci, ouais, c'est exactement ça, parce qu'on a tous eu des immeubles difficiles à Bien sûr. assurer pour X ou Y raison. Et effectivement, la collectivisation en fait, du portefeuille géré par La le syndic mutualisation, exactement. permet une approche globale. Merci, je vous laisse poursuivre sur la suite de votre intervention. La suite, c'est Jérôme Soubenier qui va nous parler des… c'est l'homme qui fait peur. Il va nous parler des nouvelles menaces, les risques cyber. Oui, effectivement, parce qu'on a voulu aujourd'hui donc faire un panorama complet de tout ce que nos courtiers pouvaient proposer à nos adhérents administrateurs de biens. Et c'est vrai que dans la discussion, ce risque est revenu plusieurs fois. Et donc, merci Jérôme d'intervenir. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Émilie. Merci, Younes, pour l'introduction. Je pense que c'est l'homme qui fait peur. Ça. Ne pouvait pas être plus adapté, bien sûr. Non, c'est vrai que d'habitude, on a usage de clôturer l'intervention avec une note d'espoir. On a voulu la clôturer avec une note de vigilance plutôt que d'espoir parce que, comme le rappelle Émilie, en préparant l'émission, est beaucoup revenu les sujets des risques cyber. Donc, l'objectif ici, c'est de vous sensibiliser. On n'a que quelques minutes en extension, j'ai envie de dire, sur les sujets. On ne vous apprend rien en vous disant qu'on vit une évolution technologique permanente, accélérée et sans précédent depuis quelques années. Il y a deux pans majeurs aujourd'hui et qui sont accélérés et qui sont mis aussi en évidence par la crise sanitaire. C'est tout ce qui est développement de la technologie digitale au sens large avec les services digitaux dans le cadre de nos activités respectives, dans le cadre de vos activités d'administrateur de biens, dans le cadre des services que vous rendez à vos administrés, aux copropriétés et aux copropriétaires, tous les applicatifs que vous pouvez mettre à leur disposition. Donc, en termes de services, il y a la digitalisation est de plus en plus large et investit de plus en plus de pans. Le Covid n'a fait finalement qu'accélérer d'un côté les solutions mises à disposition, leurs usages, parce que souvent elles existaient, mais il n'y avait pas forcément une utilisation trop accrue, et surtout maintenant les attentes, c'est-à-dire que les attentes, que ce soit internes de collaborateurs ou d'usagers, de bénéficiaires de services, et notamment en copropriété, elles deviennent croissantes en termes d'outils. Donc, tous les enjeux digitaux sont accélérés et les attentes sont accrues. L'autre aspect technologique qui va constituer, selon les experts, on parle de nouvelle révolution industrielle liée à ça, c'est la connectivité. La connectivité,
c'est ce qu'on appelle l'Internet des objets. On voit que tout ce qui les débats sur la 5G en sont le symbole de l'enjeu, en tant industriel que politique. On ne comprend pas au premier abord pourquoi une telle attention sur les enjeux de 5G, mais voilà, ça concerne la connectivité des objets et les applicatifs qu'il y a dans l'ensemble des secteurs d'activité. Et pour l'immobilier et pour les copropriétés, ça va être tout ce qui était, alors pour les maisons individuelles, on appelait ça la domotique, on appelle ça maintenant l'imotique pour tout ce qui est lié aux immeubles, et pour une gestion à distance et autonome des services de sécurité, d'alarme, des services de détection de fuite d'eau par exemple, des services de détection de fumée, des services d'optimisation de gestion de l'énergie, consommation de gaz et d'électricité pour optimiser les flux tout simplement. Donc on équipe tous les systèmes, toutes les installations de connexion et on est devenu, de par nos activités et les extensions qu'on fait dans les objets de tous les jours et les applicatifs de tous les jours, on est dans une dépendance quasiment absolue à la technologie. Et donc face à cette dépendance à la technologie, que ce soit dans notre quotidien, dans nos activités, aujourd'hui le télétravail permet de poursuivre une activité dans une phase épidémique. Comment aurait-on fait il y a 10 ans, il y a 20 ans, si on nous avait demandé de rester chez nous? Ça aurait été, je pense, avec beaucoup plus de conséquences en termes économiques qu'aujourd'hui dans beaucoup de secteurs d'activité. Et donc, face à cette nouvelle exposition, cette nouvelle dépendance, il y a quand même, on s'en rend compte tous les jours avec une médiatisation très importante, une vulnérabilité nouvelle liée à la potentielle défaillance technologique, qu'elle soit accidentelle, mais celle-ci, elle est relativement maîtrisée, elle peut être localisée, se remplacer, mais surtout malveillante avec la cybercriminalité. Vous avez tous les jours dans la presse, parce que le sujet est assez médiatique, des témoignages d'entreprises, d'administrations, de collectivités, etc. Tous les secteurs sont concernés. Nous avons eu des administrateurs de biens touchés par des problématiques de cybersécurité, avec des impossibilités d'accès à leur système d'information. Ça les paralyse. Les conséquences, c'est quoi? Ça les paralyse, ça paralyse complètement leur activité pendant une certaine période de temps. Ça expose leurs données, ils peuvent les perdre. Ils ont besoin de pouvoir les reconstituer. Donc, il y a un vrai enjeu de poursuite d'activité, de continuité d'activité face à la menace de la cybercriminalité. Aujourd'hui, le fléau observé au cours des deux dernières années, et l'année du Covid a été un tremplin aussi pour les cybercriminels, hein. Ce sont notamment les ransomware. Donc en déclenchant un petit applicatif, une pièce jointe dans un email qu'on croit d'une personne de notre environnement, on va dire, on déclenche un programme qui bloque l'ensemble du système de l'entreprise. Globalement, on n'a plus accès aux données, plus accès au système, etc. Donc, on est complètement démunis face à ce type de situation. C'est l'ANSSI qui relevait qu'il y avait 255% de déclarations qui ont été faites en plus sur l'année 2020. 255%, c'est presque x3. C'est colossal. Et on est parti sur des trends assez comparables. Il y a des indicateurs maintenant qui sont mis en place régulièrement par les autorités qui contrôlent et surveillent la cybercriminalité. Donc, comme je rappelais tout à l'heure, les conséquences peuvent être létale pour une entreprise et complètement annihiler son activité si d'un côté il y a trop d'exposition au sujet-là et s'il n'y a pas eu d'accompagnement qui a été fait. Pour illustrer avec l'accompagnement que doivent faire les entreprises pour se protéger et pour anticiper les cyberattaques, on schématise en général 2 lignes de défense. La première ligne de défense, c'est pour se protéger. Se protéger, c'est bien entendu avec des applicatifs, des protections, des systèmes d'information qui sont protégés. Il faut bien évidemment avoir des prestataires informatiques de premier plan avec les firewalls, les pare-feux et les antivirus régulièrement mis à jour. Ça devient maintenant
de toute façon des obligations quand on a des services à rendre que de se protéger et d'avoir des systèmes qui soient toujours actualisés et dont les mises à jour soient effectuées. On a entendu récemment que des versions de logiciels et de systèmes d'exploitation sur Windows ou Apple iOS avaient connu des failles d'exposition aussi, et donc les mises à jour sont très importantes. Donc faites les mises à jour, c'est très important de suivre ces mises à jour parce que ça permet de réparer des failles observées et donc de se protéger. Et la prévention, c'est beaucoup de pédagogie auprès des collaborateurs, beaucoup de sensibilisation sur les pratiques, la vérification des emails, des liens, des pièces jointes qui peuvent être envoyées. On est on rend des services, les administrateurs de biens, les syndics, vous rendez des services, nous-mêmes aussi, courtiers en assurance, nous rendons le service. Il y a beaucoup d'échanges d'immatériel, beaucoup d'échanges d'emails. Donc, on a une exposition qui est, chacun d'entre nous reçoit plusieurs dizaines d'emails par jour et des pièces jointes. Donc, l'exposition, elle est permanente à une cyberattaque. Voilà. La première ligne de défense, c'était celle-ci. La seconde, c'est d'avoir anticipé, d'être prêt en cas d'attaque. Personne ne peut prétendre être sans faille. Même les agences de sécurité ou les sociétés privées de sécurité les plus perfectionnées ont subi des attaques informatiques, du piratage informatique. Et être prêt, c'est être accompagné, c'est s'assurer, comme on assure un véhicule, parce que les prestations qui accompagnent un contrat d'assurance cyber, elles sont de deux natures. Le premier, qui de mon point de vue, quand j'en discute avec des clients, c'est d'abord le volet d'assistance, parce que la situation, c'est une situation d'urgence, de crise, et pour y parer, on est souvent démunis, on ne sait souvent pas quoi faire, c'est de savoir qui joindre et de faire appel à des experts pour intervenir, faire des diagnostics et analyser une situation et vous accompagner l'entreprise sur les étapes à procéder pour essayer de remettre en état de marche les systèmes, récupérer les informations, remettre en marche les applicatifs, etc., sans risque de les perdre. Parce que la valeur, le capital d'une entreprise maintenant, ce sont aussi ses données et les applicatifs qui les traitent. Donc le volet assistance, c'est comme en assurance automobile. Si vous avez un accident sur l'autoroute, vous êtes content de pouvoir compter sur un assisteur qui va venir chercher votre véhicule, l'amener à un garage, s'occuper de vous amener dans un endroit. Si vous avez une très bonne assistante, vous êtes à l'étranger, ils peuvent vous loger, etc. Voilà, c'est la même chose, c'est avoir une assistante pour vous accompagner d'une situation de crise. Et le deuxième volet, il est indemnitaire, plus classique. Il y a des expertises qui vont valoriser, évaluer un préjudice, donc le préjudice que vous allez subir en tant que professionnel qui n'a pu exploiter ces systèmes, qui a eu des frais pour les remettre aussi en état, le cas échéant. Donc ces frais vont être couverts par une assurance cyber. L'assurance va aussi réparer les préjudices subis par des tiers. Donc les tiers peuvent être des copropriétés, peuvent être d'autres types, des clients en général. Pour des prestataires, ça peut être des clients. Et donc, s'il y a un préjudice financier économique subi par des tiers et dont la cause est une cyberattaque que vous avez subie, la garantie cyber est une garantie combinée, dommages, perte d'exploitation, perte financière et de responsabilité, donc qui va dédommager des tiers. Souvent, les tiers, c'est ceux pour qui vous traitez, vous rendez des services et vous avez la donnée, et vous détenez la donnée. Voilà, donc j'essaie de faire court, même si c'est un peu compliqué pour parler de tout ça, mais j'ai terminé. Voilà, non, mais vous avez été dans les temps. Voilà, on a eu 1 heure de webinaire, donc c'est parfait. Merci beaucoup, parce qu'en fait, pour l'UNIS Île-de-France, c'était important d'aborder ce sujet, même rapidement. La cybercriminalité, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et voilà, c'était pour ça que pour nous, c'était important. La conclusion, ce sera appelez vos courtiers, renseignez-vous auprès de vos fournisseurs de logiciels informatiques, qui sont aussi ceux qui nous protègent dans le cas des adhérents UNIS. Et j'avais une dernière question pour Younes avant de conclure. Ouais. On a un adhérent qui nous demande appliquez-vous un bonus ou une remise tarifaire pour les parcs d'immeubles des syndics les plus exemplaires? Écoute, donne-moi les coordonnées de cet adhérent, je vais l'appeler.
La dernière slide de votre présentation répondra à la question. Voilà. Appelez votre courtier. Exactement. Eh bien, non, enfin, il n'y a pas d'application de principe de bonus-malus, mais ce qui est intéressant, c'est que une donnée clé qui détermine le tarif, c'est ce qu'on a vu ensemble tout à l'heure, c'est la sinistralité. Et donc, indirectement, il y a un principe de bonus-malus, c'est-à-dire que dès lors qu'on a un risque qui a des très bons résultats techniques parce qu'il a peu de sinistres ou pas de sinistres, oui, il est forcément récompensé parce qu'on est capable, oui, de pouvoir faire jouer la concurrence, on est capable d'obtenir une cotisation, en tout cas une proposition tarifaire qui soit extrêmement intéressante. Donc, oui, et évidemment qu'on a des cabinets, on peut avoir d'ailleurs des disparités parfois. On a parlé tout à l'heure du secteur Île-de-France par rapport à la province, mais au sein d'un même secteur, on peut parfois avoir des disparités d'un portefeuille, d'un cabinet à un autre cabinet. Parce que oui, on a parfois des résultats chez certains cabinets qui sont meilleurs que d'autres, parce que peut-être il y a meilleur suivi. Je ne dis pas que Oui, mais c'est ce que Brigitte et Evelyne ont voilà, évoqué, que nous, on avait exactement. la sensation d'avoir des immeubles bien entretenus, alors qu'on voyait là, dans votre présentation l'augmentation des coûts Bien sûr. qui était remontée pour les sinistres. Donc, en Et fait, donc, c'est oui, intéressant de confronter notre expérience avec vos chiffres. En tout cas, je voulais vous remercier, chacun, Bertrand, Vincent, Jérôme, Younes, Brigitte et Evelyne, pour ce webinaire qui remet l'état du marché de l'assurance en Île-de-France au cœur des débats d'actualité évoqués à l'UNIS. Et puis, on retiendra qu'on va être vigilant dans la redéfinition des intercalaires de nos amis courtiers. Et encore du travail pour nos chers collaborateurs. Et pour nous les courtiers. Voilà, exactement. Merci à tous. Pour ceux qui le souhaitent, on est à votre disposition. Prenez soin de vous et au plaisir. Portez-vous tous bien. Merci à tous. Merci beaucoup. La conférence va se Merci à tous. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci à l'UNIS. Au revoir.